And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avant qu'une maladie ne soit diagnostiquée chez des millions de personnes à travers le monde, il faut l'histoire de patients pour la mettre en évidence. La tête dans le cerveau. Auguste d'Este, titré Sir Augustus Frédéric d'Este, est né le 13 janvier 1794. Il est le fils d'Augustus Frédéric, duc de Sussex, et de Lady Augusta Murray, fille de Lord Dunmore. Son grand-père n'est autre que le roi du royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande, George III, et il a pour cousine la future, illustre Reine Victoria. Durant son enfance, Auguste étudie à la prestigieuse Harrow School avant de fréquenter l'école militaire et de finalement faire carrière dans l'armée. Son éducation classique et son attrait pour l'écriture le pousseront très jeune à consigner les moments marquants de son quotidien dans un journal. Un journal dont certains extraits recèleront l'évolution du mal qui va l'atteindre, un mal qui ne va faire qu'empirer avec les années. Au mois de décembre 1822, j'ai voyagé de Ramsgate aux Highlands d'Écosse pour rendre visite à un proche que j'aimais comme un fils. À mon arrivée, je l'ai trouvé mort. J'ai assisté à ses funérailles. Étant donné la présence de nombreuses personnes, j'ai lutté pour ne pas pleurer, mais j'en fus incapable. Peu après, j'ai dû faire lire mes lettres et dicter mes réponses car mes yeux étaient si affectés que la vision devenait floue dès que je fixais un objet minuscule. Cependant, je ne remarquais aucun problème visuel tant que je n'essayais pas de lire ou de tailler ma plume. Peu après, je me rendis en Irlande et sans aucun traitement, ma vision retrouva toute sa force et sa clarté. En 1825, je commençai à voir des taches flottantes devant mes yeux. Monsieur Alexander, que je consultai, me rassura, affirmant que cela pouvait arriver occasionnellement, mais que ma vue n'était pas en danger. Mais au mois de janvier 1826, mes yeux furent de nouveau touchés comme en Écosse. Le docteur Spangenberg me recommanda un séjour à Dribourg, une station thermale où je bus de l'eau ferrugineuse et me baignai dedans tout en l'appliquant sur mes yeux. À nouveau, ma vision s'améliora. En juin 1827, je trouvai ma mère en mauvaise santé à Lausanne. La chaleur de ce pays me fut intolérable. Ma mère et moi décidâmes de nous rendre à Venise. À ma grande surprise, je découvris un jour une torpeur, ou une sorte de sensation indistincte au niveau de la tempe de mon œil gauche. À Florence, je commençai à souffrir d'une confusion de la vue. Vers le 6 novembre, la maladie s'aggrava au point où je vis tous les objets doubles. Chaque œil percevait une image distincte. Le docteur Kissock attribua cela à la bile et me fit appliquer des sangsues aux tempes, prendre des purgatifs, un vomitif et des saignées. Le mal de mes yeux s'apaisa.
Je vis de nouveau tous les objets naturellement, dans leur état unique. Mais une nouvelle affection se manifesta. Jour après jour, mes forces m'abandonnaient. Je pouvais clairement percevoir chaque jour que je montais et descendais les escaliers avec plus de difficulté. Et une torpeur ou un engourdissement et un manque de sensation sont devenus apparents à l'extrémité de mon dos et de mon périnée. Vers le 4 décembre, la force de mes jambes m'a complètement quitté. Et par 2 fois, dans la même journée, je suis tombé au sol en essayant de me rendre aux toilettes sans aide. J'ai été obligé de rester ainsi jusqu'à ce que mon serviteur entre et me ramasse. Je suis resté dans cet état de faiblesse extrême pendant environ 21 jours, au cours desquels je suis tombé environ 5 fois parce que mes jambes n'étaient pas assez fortes pour porter mon corps. Je ne me suis toutefois jamais évanoui et je n'ai jamais eu de crise. J'ai alors changé de médecin et me fis soigner par le docteur Kent, qui mit immédiatement en place un traitement diamétralement opposé à celui auquel j'avais eu recours jusqu'alors. Le docteur Kent m'a fait manger des steaks de bœuf 2 fois par jour, boire de la porter, du sherry et des vins de Madère. Mes jambes étaient frottées 2 fois par jour avec des brosses et le bas de mon dos était frotté 2 fois par jour, 1 heure chaque fois, avec un liminant. Alors que les 14, 15 et 16 décembre 1827, j'étais à mon plus grand degré de faiblesse, le 25, j'ai pu faire une courte promenade. Et le 21 janvier 1828, j'étais assez fort pour entreprendre un voyage de Florence, où je me trouvais pendant ma maladie, jusqu'à Rome. Pendant le voyage, j'ai pu gravir quelques collines escarpées. Je suis sorti à cheval presque tous les jours, et mes forces sont revenues progressivement. Je n'ai jamais pu courir aussi vite qu'auparavant, ni même me risquer à danser. Je suis allé 6 semaines à Splugen, un petit village des Alpes et dans ses environs. L'air vivifiant des Alpes me redonna tellement de force que peu à peu, je redevins capable de très longues promenades dans les montagnes et même de suivre, jusqu'à un certain point, une chasse aux chamois. Je n'ai jamais pu courir avec mon agilité antérieure et dans les terrains rocailleux et les endroits très escarpés, je me plaignais de la faiblesse de mes genoux. Le 3 septembre, j'ai quitté Splugen. Chaque jour de mon voyage, la torpeur autour du périnée et de l'extrémité de ma colonne vertébrale devenait de plus en plus perceptible. À la fin, très inquiet, je ne sus que faire, m'arrêter ou aller à Baden-Baden pour essayer les effets des bains chauds naturels. Je me résolus à continuer et j'arrivai à Hanovre le 1er septembre. J'assistais alors aux manœuvres d'un corps de 10 000 hommes pendant une quinzaine de jours. Pendant ces manœuvres, je pus m'asseoir sur mon cheval 5 à 6 heures par jour, mais cela me fatiguait beaucoup. Après les premiers jours, je constatai qu'il m'était difficile d'uriner, en particulier tôt le matin, avant d'être allé à la selle. Au cours de la journée, la difficulté diminuait. Dès mon retour de Hanovre, j'ai eu une consultation avec les docteurs Sleglitz et Spangenberg. Ils m'ordonnèrent de prendre 3 fois par jour une décoction d'herbes et de fleurs. Je retournai à Hanovre du 1er au 17 décembre, me baignant chaque matin et buvant la décoction. Pendant ces 17 jours, je n'ai observé aucun changement dans mon état. Je suis capable
de monter à cheval pendant 3 heures d'affilée avec plaisir, ou de marcher pendant 2 heures sans être trop fatigué, mais je ne peux ni courir, ni danser, et même descendre les escaliers, mais désagréable. Le 17 décembre, j'entreprends mon voyage vers Londres. Je constate alors que le fait de rester assis pendant 3 ou 4 heures dans un wagon augmente très sensiblement l'engourdissement du périnée et de l'extrémité de la colonne vertébrale et provoque un effet d'engourdissement désagréable tout le long de la partie postérieure des jambes jusqu'aux pieds. Je constate aussi que si j'essaie de voyager loin au cours d'une même journée, je suis incapable de me mettre sur pied et d'avancer. Au début du mois d'août 1829, je me rendis à Ramsgate et pris 52 bains de mer jusqu'en décembre. En 1830, j'eus une liaison avec une jeune femme et constatai une diminution de ma vigueur sexuelle. Je consultai le docteur Courtenay, il me prescrit des médicaments et des séances d'électricité. Je continuai à le consulter jusqu'à la fin du mois de février. « 19 juin 1843. Ce dont je me plains maintenant est que la position assise produit un engourdissement dans toute la partie arrière de mes cuisses et de mes jambes et me donne une curieuse sensation d'engourdissement dans la région inférieure du ventre. 2. Lorsque je suis debout et que je marche, je ne peux pas garder mon équilibre sans une canne. Je crois que ma digestion est bonne, je dors bien lorsque je ne suis pas dérangé par de petits tremblements nerveux dans mes jambes ou mes pieds, ce qui arrive parfois. La maladie est appelée paraplégie et est soit active, soit passive. Depuis mon retour à Londres, le 17 décembre 1845, j'ai retrouvé une partie de mes forces que j'avais perdues à St. Leonard's. Mais je souffre beaucoup de douleurs spasmodiques aiguës dans mes pieds et mes jambes. Spasmes qui affligent tout mon corps, particulièrement le matin lorsque je sors de mon lit et parfois lorsque je m'habille. Ces sensations semblent être de terribles indicateurs qu'un changement très triste s'est produit ou est en train de se produire dans mon système. Je ne peux plus rester assis longtemps sans que la pression des parties postérieures de mes cuisses contre la chaise ne provoque des spasmes. Au lit depuis 15 mois, je n'ai pas bénéficié du confort de la position allongée, dont presque tout le monde a la chance. Je suis obligé de changer de côté à cause d'une sensation d'inconfort, qui n'équivaut pas à une douleur, mais qui est très pénible. Je dois également attirer l'attention sur le fait que depuis 12 mois, depuis environ janvier 1845, mes mains souffrent également de ma maladie. Au cours du mois de novembre 1846, j'ai souffert d'attaques biliaires si graves qu'elles m'ont occasionné des sensations qui m'ont fait craindre de tomber de ma chaise
dans une sorte de crise ou d'évanouissement. En ce qui concerne mes intestins, je dois dire que, depuis 10 semaines, ils sont dans un état très insatisfaisant. Lundi 17 décembre 1846. Ayant reçu en cadeau des mocassins, je les ai mis et j'ai pu marcher sans que mon pied gauche, habituellement affaibli, ne se torde vers l'intérieur. C'est sûrement une nette amélioration. Après cette dernière date, Sir Augustus Frédéric d'Este n'écrira plus dans son journal. Il décède au début de l'année 1848, alors dans sa 54e année. La cause de sa mort est inconnue. Même si son histoire va petit à petit tomber dans l'oubli jusqu'au début des années 1940, son témoignage est vraisemblablement l'une des plus anciennes descriptions aussi détaillées de cette pathologie non encore réellement décrite. Une pathologie que d'autres médecins mettront par la suite en évidence en croisant la forme particulière de progression des symptômes entrecoupés de phases de rémission, avec des lésions bien particulières, en forme de taches ou en forme de sortes d'îles, pouvant être observées au niveau du tissu nerveux des malades. Une pathologie qui, par les lésions assez caractéristiques du tissu nerveux qu'elle occasionne, sera nommée sclérose en plaques. Depuis son identification, les connaissances sur la sclérose en plaques, tout comme le développement de traitements permettant de soulager les malades souffrant de cette pathologie, ont grandement progressé. Mais à l'heure actuelle, il n'est toujours pas possible de guérir de cette maladie. Et les mécanismes de cette pathologie recèlent encore de très nombreux mystères. C'est grâce au travail combiné mêlant scientifiques, malades et médecins que des avancées pourront être réalisées. Mais pour ce faire, comme pour toute recherche, il faut malheureusement du temps, mais aussi et surtout de l'argent. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Sclérose en plaques, une recherche active pour améliorer la prise en charge des patients ». Il est écrit par l'équipe de rédaction de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en collaboration avec Catherine Lubetsky et Bruno Stankov. Et il est à retrouver sur le site inserm.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouvent sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de comment l'histoire d'un patient peut permettre de révéler l'existence d'une maladie touchant en réalité des millions de personnes. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 47 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la rencontre entre une patiente et son médecin qui a permis de mettre en lumière une maladie touchant le cerveau extrêmement connue aujourd'hui et qui était jusqu'alors non caractérisée. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de la 3e édition du Podcaston, un événement caritatif auquel plusieurs centaines de podcasteuses et podcasteurs participent afin de mettre en lumière une association ou un organisme dans le but de récolter des dons pour leurs actions. Par cet épisode, j'ai souhaité vous parler de l'Institut du cerveau,
un centre de recherche scientifique et médicale dédié à l'étude du cerveau et à la découverte de nouveaux traitements pour les maladies du système nerveux, dont une des équipes travaille sur la sclérose en plaques. Pour les y aider, vous pouvez faire un don. Pour tout savoir de leurs actions et ou pour les soutenir, rendez-vous sur le site institutducerveau.org. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, s'il vous reste quelques euros après avoir donné à l'Institut du Cerveau, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.